Bonjour à toutes et à tous. La dernière interview pour le Laval Day chez Sony. J'ai la chance de pouvoir interviewer Jean-Yves Martin, ingénieur spécialiste des solutions techniques chez Sony, qui va nous présenter rapidement son parcours, sa carrière, ce qu'il fait ici, et après surtout la solution qu'il a présentée aujourd'hui au Laval Day. Jean-Yves, bonjour, merci de nous accorder ce temps à la fin de la Bonjour, bah oui, il journée. fallait bien conclure, hein, donc C'est voilà. parfait, conclure avec toi, je Alors, peux te tutoyer, on peut se tutoyer, il y a pas de souci. c'est un plaisir. Donc est-ce que tu peux te représenter rapidement avec tes mots? Je suis arrivé chez Sony en 1997, c'était il y a fort longtemps, c'était déjà au siècle dernier. Ouais, 1997. 1997. À l'époque, c'était le plein développement de la vidéo professionnelle, Mmh. avec des formats emblématiques comme l'Umatic, ensuite le Betacam, et cetera. Enfin, il y a Ouais. eu toute la saga des cassettes bêta. Et mon rôle, mon premier job, c'était formateur technique pour les techniciens de maintenance du réseau de distribution Sony Pro de l'époque, qui devaient D'accord. être qualifiés pour pouvoir faire la maintenance, la réparation et l'entretien des équipements. Alors à l'époque, il fallait se rappeler que les équipements étaient analogiques, Oui. qui marchaient avec des bandes Mmh, magnétiques, dans mmh des mh. mécaniques commandées par de l'électronique, avec des pupitres à boutons un peu Ouais. complexes, et qu'il fallait 3 magnétoscopes pour faire un montage cut. Oui. Donc Ouais, c'était, ouais, ouais. voilà, dès qu'on voulait mieux, c'était 4 magnétos avec, bon voilà, Ouais. c'était très inflassif. Et donc toutes ces machines-là s'usaient, Mmh. toutes ces machines-là dérivaient dans le temps, et donc ils devaient être recalibrés, réparés, nettoyés, entretenus avec changement de pièces d'usure. Et c'était mon rôle. Donc je faisais le D'accord. reverse engineering des Ouais. documentations techniques qui venaient du Japon, Oui. pour en faire des méthodes de réglage et d'ajustement qui soient efficaces et possibles avec Mmh. les investissements de nos distributeurs. C'est ça mon travail. Donc, Pas mal. étudier les machines, comprendre comment elles C'est très fonctionnaient, riche. comprendre comment il fallait faire toutes les méthodes de réglage, Oui. et les remasteriser dans des cours qui soient digestes en une semaine Oui, pour voilà, compréhensible et compréhensibles adaptable aussi et pour les adaptés. professionnels pour qu'ils puissent vraiment l'appliquer tout de suite, quoi. Exactement. Il fallait qu'ils puissent maximiser leur temps de maintenance Ouais. pour que la machine soit immobilisée le moins longtemps possible. Oui, bien sûr, Parce que c'est comme un absolument. avion, un magnétoscope. Si ça tourne pas, ça rapporte pas. Oui, bah, oui, oui, il faut vraiment optimiser le Mm. matériel. Donc du coup, la formation leur permettait de savoir quel protocole mettre en place selon, je dirais le parc de matériel qu'ils avaient à Mm. disposition Sony, hein, à Mm. chaque fois. Ah oui, oui, alors là, j'ai travaillé dans la Exclusivement division Sony. professionnelle Sony, voilà. Donc OK, c'était mon job pendant 18 ans quand même, hein. OK, Donc au début comme formateur, et puis ensuite comme responsable de la formation. d'accord, Donc j'avais un service de 4-5 personnes quand même, avec la partie administrative. OK. Et on avait des cours qui étaient validés AFDAS, donc les techniciens des distributeurs, et les distributeurs pouvaient Oui, faire financer, financer leur ouais, formation Sony par l'AFDAS, OK. qui à l'époque acceptait que les fabricants puissent accueillir des stagiaires subventionnés. Mmh, Ça d'accord. s'est Ouais, ouais, arrêté ouais. dans les années 2000. L'AFDAS a dit: «Bah non, on va Oui, parce que financer». c'était plus indispensable par Alors oui, il y a rapport eu aux ça, besoins, audiovisuels. dans les années 95, on est passé de l'analogique au numérique, Mmh. d'abord partiel, puis après complet. Les caméras sont devenues 100% numériques. Elles ont commencé à beaucoup moins dériver. Ouais. Les magnétoscopes sont passés aussi de l'analogique au numérique. Ils continuaient à s'user, mais ça se voyait moins. Il y avait des Mmh. systèmes de correction d'erreurs qui permettaient de corriger l'usure. Et donc, du coup, la durée de vie, la durée d'opération des machines était beaucoup plus longue. Du coup, les opérateurs qui les utilisaient oubliaient qu'il y avait de la maintenance. Ouais, Donc, c'est ça, et du ouais. coup, ils ont formé aussi moins de techniciens. Et le Oui. besoin de formation vraiment technique sur les engins, sur Mmh. les, sur les machines audiovisuelles, a diminué. Mais fort heureusement, c'était aussi les années où il y avait les grandes migrations de technologie. D'accord, D'abord, OK. le passage de l'analogique au numérique. Mmh mh, mmh mh. Et ensuite, le passage, alors tout ça en linéaire sur de la cassette, c'était de la cassette Ouais, qui, ouais. qui continue à tourner, certes avec de l'information numérique dessus, mais c'était quand même de Oui, la cassette. oui, oui. Et puis, on est passé ensuite du linéaire au non linéaire, donc Ouais. au mode fichier. Là, la cassette a disparu au profit de la mémoire. Mmh. Et donc, ça m'a permis pendant encore une bonne dizaine d'années d'accompagner en fait tous les stagiaires qui nous avaient fait confiance, qui étaient venus se former. Mmh. Ils ont continué à nous faire confiance pour se former sur l'évolution des technologies. Super. Ouais. Moi, je me OK. souviens où on avait décroché un très gros contrat avec toutes les chaînes, mais avec France Télévisions qui était énorme parce que D'accord. c'était toutes les Ah régions, oui, etc. j'imagine. Ah oui, Euh, d'accord.
on avait fait une formation qui s'appelait l'ère de la vidéo numérique, et c'était justement l'accompagnement. Et donc, de cette transition. Voilà, Ouais. les RH m'avaient demandé, de France Télévisions, m'avaient demandé de décliner un cours qui était très technique, fait pour des ingénieurs, pour le mettre aussi à la portée de gens qui étaient moins techniques, mais qui avaient besoin de comprendre comment ça évolue l'évolution du monde. Ouais. Surtout Incroyable. dans le passage du linéaire au non linéaire. Oui, ça, bah ça, oui, ça a été une grosse révolution. Ok. Donc voilà, pour faire simple. Et puis ensuite, l'Europe est arrivée. Oui. Donc les structures locales Sony ont été diluées dans Sony Europe. Et donc les centres de formation qui étaient éparses un peu dans toute l'Europe, parce que l'équivalent de ce que je faisais, les Espagnols faisaient la même chose, les Allemands faisaient la même chose. Chaque pays européen avait son équipe formation. Donc tout ça a été fusionné ou plus ou moins dissous. Et donc du coup, je suis allé au département marketing pour faire de l'avant-vente. Mais finalement, ça consistait à faire ce que j'avais commencé à faire, c'est-à-dire évangéliser sur le bien fondé des directions choisies par Sony pour développer ses produits. Donc, les solutions matérielles. Les solutions, les formats qu'on continuait à fournir, à développer, et le bien fondé d'avoir choisi plutôt du SDI 270 mégas plutôt que du 243. Enfin, bon, je ne passe ces détails, mais il y a eu des batailles comme ça de formats, des batailles voilà, qu'on a gagnées au final. Et donc, l'idée, c'était que la formation devienne un outil au service du marketing, du coup. Et donc, du coup, le rôle en termes de marketing, ça consistait en fait à expliquer aux clients les bien fondés des choix qu'on avait faits pour développer tel techno ou tel nouveau système. À cette époque, il y avait des systèmes hybrides, il y avait des systèmes où on faisait du montage hybride entre de la cassette, de la mémoire, il y avait des choses un peu comme ça. Et donc, du coup, voilà, je continuais à faire de la formation, un métier que j'avais choisi, donc pour lequel j'étais vraiment fait pour ça. Je me suis éclaté à faire de la pédagogie, du reverse engineering et de la pédagogie. Ça m'a vraiment rempli, quoi. C'était très et c'est très gratifiant. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc du coup, j'ai utilisé ce savoir-faire au service de la promotion des produits. Donc des lancements des nouveaux formats. Voilà, tout ça. Et ça m'a conduit jusqu'à maintenant. Et maintenant, mon activité, elle se divise en trois ou quatre branches. Je continue le broadcast, donc à faire le marketing sur les nouveaux produits broadcast qui sortent. Mais bon, il n'y a plus une gamme aussi complète qu'avant. Il y a besoin de beaucoup moins maintenant. Beaucoup, ça se fait avec de l'alpha, avec des appareils photo et un peu moins avec des caméscopes. Mais ça continue, il y a quand même ce besoin-là. Une partie non négligeable, au moins 30 ou 35% de mon temps sur le cinéma numérique. D'accord. Voilà, le cinéma numérique, c'est quand même Venice 1, Venice 2. Burano qui vient de sortir, et puis aussi les écrans qu'on a vus un peu en amont, là, les écrans LED, et la combinaison des caméras et des écrans qui constituent la virtual production. Donc c'est pour ça que je suis toujours plus ou moins pas loin quand il y a besoin, cette démonstration. quand on fait ce genre de démonstration, parce qu'il y a besoin de marier la caméra avec l'écran, de régler le système pour que ça marche bien. Donc je fais un petit peu ça aussi. Et puis en termes de solutions, il y a aussi toutes les plateformes qu'on développe dans le cloud. J'en parlerai peut-être un peu après quand on verra avec les accessoires qui accompagnent nos nouveaux bébés qui viennent de naître. C'est ça qu'on va voir on va après. parler. Et donc la partie workflow, c'est pour ça les titres qu'on a aujourd'hui, c'est Solution Specialist en anglais, mais spécialiste de solutions. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le marketing, ça ne consiste pas à vendre une caméra qui fait la plus belle image. Ça, je pense que le marché a bien compris que Sony sait faire des caméras qui font de la belle image. Mais c'est quels sont les services qu'on va pouvoir solution globale pour attacher, le besoin de production. Qu'on va pouvoir attacher à chaque produit. Qu'est-ce qu'il offre en plus de la belle image? Oui, il fait de la belle image. Oui, il est sensible. Oui, il a un bon zoom. Oui, tout ça, on sait. Mais qu'est-ce qu'il offre de plus? Et c'est là où il y a besoin d'avoir des gens qui savent penser la totalité du workflow, c'est-à-dire depuis le besoin de captation jusqu'à la mise à disposition, ce qu'on appelle maintenant la distribution. Parce que maintenant, diffuser, sur quel média? C'est ça. TV broadcast, plateforme, d'autres types de distribution plus commerciales. TikTok en est une aussi. Enfin voilà, il y a plein de moyens de distribuer. Et donc, mon rôle, ça consiste aussi à faire le lien entre ce que cherchent les clients en termes de valorisation de leur production, et puis la façon dont on peut aller de la caméra vers la distribution en passant par un workflow qui maintenant passe par le cloud. Oui, clairement. Voilà.
Bon, Non. bah, super, bon, passionnant. On voit bien que tu ne t'ennuies Non, jamais. non, je m'ennuie pas. Je L'ennui ne m'ennuie fait pas. pas partie de ton vocabulaire Bah depuis non, non, plus j'ai de pas le temps. 35 ans. J'ai pas le temps. Donc c'est super, c'est quand même hyper passionnant. Aujourd'hui, du coup, là, pendant le Laval Day, il y avait donc cette caméra que tu es Oui. venu présenter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit Alors, peu plus? oui, parce que cette caméra, en fait, c'est une synthèse d'innovation et c'est aussi l'évolution d'une caméra qui a super bien marché, qui s'appelait la PXW Z280. Ouais, Toujours très romantique les noms chez Sony, ouais, hein. sexy à mort. Voilà. À part Burano, Venice, tout ça, on a fait un petit effort. Burano, c'est pas mal. Mais là, bon, on est dans. Alors, on va l'appeler la Z280, ce sera plus La simple. Voilà. Et Z280, ça marche. qui est la caméra aujourd'hui des tournages de news, de magazines et de Mmh. documentaires à France Télévisions et pratiquement dans toutes les boîtes qui utilisent ce type de format de caméra qu'on appelle le caméscope de point. Ouais. Voilà. Donc le format caméscope de point, il s'est progressivement enrichi de tout un tas de fonctionnalités broadcast et maintenant il est doté de tout un tas de fonctionnalités, par exemple de transfert de fichiers, Ouais. en utilisant ou pas d'ailleurs des accessoires dont on va parler aussi, Oui. pour pouvoir relier le terrain, c'est-à-dire le reportage au plus près de ce qui se passe, vers les unités de post-production qui sont en général soit dans le cloud, Oui. alors, complètement décentralisé, Ouais. soit on peut aussi faire du transfert FTP vers un serveur Ouais. traditionnel, on va dire. Mmh. Et donc, ça c'est vraiment la quintessence. Et comme ce produit-là, la Z280, on va dire sa mère, l'ancêtre de cette caméra, est arrivé en bout du bout de son histoire électronique. Oui, C'est-à-dire que c'est une caméra qu'on a développée il y a plus de 8 ans. d'accord. Et donc, ça fait long pour de l'électronique, Ouais, hein, les c'est vrai. composants évoluent. Mmh, mmh. Et Sony ne peut pas continuer à fabriquer des caméras avec des composants obsolètes. C'est pas Oui, c'est possible. vrai, c'est vrai. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça les plateformes. La Mmh. plateforme de développement, c'est Ouais. le niveau d'électronique qui sert à traiter l'image ou traiter aussi Mmh. la partie informatique de Ouais. la caméra. Donc, la plateforme, eh ben, elle est devenue obsolète, les composants sont devenus obsolètes. Et donc, du coup, pour pouvoir régénérer ça, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait un produit dit successeur. Oui. Mais on en profite Ouais. aussi pour tenir compte de tous les remarques terrain qu'on a eues. Oui. Et ça, c'est aussi une partie de mon rôle. Mon rôle, ça consiste aussi à parler aux opérateurs, de récupérer leurs critiques Leur positives et retour, négatives, ouais, les ouais, deux, ouais. d'en faire des synthèses. Alors, je dis ça, c'est mon rôle, moi, en France, mais enfin, plutôt en Europe du Sud, parce que maintenant, je m'occupe de l'Europe D'accord. du Sud. OK. Mais mon collègue en Angleterre fait la même chose, mon collègue en Allemagne fait la même chose, Mmh. et tout ça est compilé, et ensuite, c'est envoyé au Japon, qui fait la même chose dans le monde entier, Oui, ouais. pour faire évoluer les produits dans le sens attendu par les Oui, opérateurs. c'est à la fois une mise à jour Voilà. et une évolution. Oui, C'est oui, en avec, même avec temps, des- on évolue, on avance et en même temps, on met à jour par rapport aux, Voilà. aux demandes ou aux retours concrets qu'on Donc a il y a des reçus choses, d'avant. il y a des choses complètement hardware, hein, comme par exemple ce système d'articulation qui permet, par exemple, de mettre le viseur dans toutes les positions, y compris dans l'axe de la caméra, ou alors sur le côté. Mm. Et alors, pour les gens qui, on l'a vu, qui baissent un petit peu, on peut aussi le reculer. Oui. Donc du coup, la distance avec l'écran reculant, on voit, voilà, on a plus facilement avec des lunettes plus facilement le point facilement. Et puis un petit système de pare-soleil là qui a l'avantage de pouvoir s'installer très Oui, il y a facilement, vraiment voilà, cette logique de voilà, reporter de pouvoir être de pouvoir être sur le en terrain. extérieur et prêt, quoi. Voilà, on a supprimé le viseur. Ouais, On ouais, a ouais, supprimé ouais. le viseur, le œilleton. Donc ça, beaucoup nous ont fait la remarque, mais pourquoi vous avez fait ça? En fait, c'est parce que ça permet d'accrocher d'autres accessoires comme celui-ci ou un récepteur audio, Oui. par exemple, audio HF, Mm, qui mm. permet d'avoir, par exemple, des micros HF très faciles à installer Oui. pour les interviews sur les personnes. Et donc, du coup, bon, moi, j'ai mis un petit bras magique parce que ça me permettait de mettre des accessoires, mais souvent, on y met le récepteur HF, hein, qui est sécurisé par une petite vis. Donc, il y a un connecteur qui s'appelle chez nous MiShoe, Ouais. voilà, qui permet de plugger un récepteur audio 2 canaux. Et donc, du coup, il n'y a aucune filasse à mettre. Oui. Tout passe par le connecteur intérieur et donc, c'est tout prêt à usage. Ouais, c'est vrai. Ça Et permet ça, aussi d'élargir un peu la cible parce que là, ça peut parler un peu plus aux créateurs de contenu, aux youtubeurs ou aux Par streamers. exemple, ou alors aux journalistes qui doivent rapidement remettre dans la valise, C'est vrai, partir, faire vite. et voilà, et pas avoir à rebrancher des fils pour savoir si Tout l'audio à fait. est branché, pas branché, Mm, 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 mm. etc. Donc ça évite les erreurs et au final, c'est beaucoup plus pratique. Si je reviens au pare-soleil, on a même prévu qu'on puisse le ranger à l'arrière pour ne pas le perdre. Tac. Ouais, oui, mais il faut y penser, mais c'est pratique. Oui, mais c'est des petites choses comme ça. Donc du coup, on a un MiShoe à l'arrière ou un MiShoe sur le dessus Mhm. pour mettre soit une minette si on Ouais. veut, ou voilà, on a le choix. Voilà. On a équipé aussi avec des trous taraudés en pas Kodak Mhm. pour pouvoir facilement fixer des accessoires. On a gardé la partie optique avec un zoom de 17 fois qu'on peut étendre jusqu'à 40 fois si on est en HD.
parce qu'on a du Clear Image Zoom. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très appréciable. On a gardé le système des 3 bagues indépendantes de points, de zoom et d'iris, parce que ça, certains types d'opérateurs sont très attachés à ça. Oui, Voilà. ouais. Ils sont très attachés de pouvoir avoir leurs 3 bagues. Voilà. Et on a aussi gardé toute la partie filtre d'autres variables, D'accord. etc., qui sont si commodes quand on doit gérer entre ouverture et profondeur de champ. On peut le faire. C'est un capteur, un tricapteur demi-pouce, 4K. D'accord. Donc, j'allais dire comme la Z280. Bon, il a juste 6 ans de moins, donc on va dire qu'il est de dernière génération. Il est plus frais. Mais en termes de performance, il est juste un petit peu meilleur sur la latitude, sur le rapport signal sur bruit. Mais bon, ça, je dirais que la Z280 était déjà vraiment au niveau. Donc, l'amélioration majeure, c'est pas tellement le capteur, c'est plutôt le redesign de la plateforme, le redesign du produit, son poids, son équilibre, bien équilibré autour de son point de portage. Voilà. On a gardé la possibilité de mettre un micro extérieur. On a gardé le système de batterie qui existait déjà. Donc tout l'accessoiring, c'est le même que. Donc voilà, on peut remplacer une Z280 par une Z300, ça ne va pas changer l'écosystème autour, mais ça va ouvrir à tout un tas de workflows dont je vais pouvoir vous parler maintenant. Alors, on avait déjà développé ça dans la Z280. Ces équipements qui sont vraiment très broadcast, très haut de gamme, sont tous équipés d'un système de streaming intégré. C'est-à-dire qu'on a besoin de rien du tout. Du moment qu'on sait se connecter avec du RJ45, par exemple, eh ben, on peut streamer sur un réseau. Voilà. Donc ça, c'est conçu, c'est à l'intérieur, c'est dans la machine. Mais ce qu'on a voulu aussi faire, c'est pouvoir vraiment avoir les mains libres puis se connecter en 5G. Et on a développé un truc. Alors, je l'appelle un truc parce que son vrai nom, je vais vous donner le nom, vous allez dire c'est encore pire. Okay. Déjà, elle s'appelle PXW Z300. On va l'appeler Z300 pour faire simple. Oui, mais ce truc-là, en fait, c'est un téléphone portable durci. D'accord. Avec une prise une prise HDMI ici, voilà, une prise RJ45 et puis 2 prises USB 3. Et comme cette caméra est fournie avec un petit V-Lock qui permet d'attacher sur le côté, eh ben on peut en permanence utiliser ce device. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est à la fois un modem. C'est à la fois un modem. C'est tout sauf un téléphone portable. Même si la base, c'est le Xperia One, hein, qui est un téléphone existant. Mais on a gardé tout sauf la téléphonie. Donc on a bien une carte SIM, on a même 2 cartes SIM, une physique et une virtuelle. Donc on peut avoir 2 opérateurs, hein, Bouygues et Orange, pour prendre les 2 plus représentés dans notre quartier ici. Voilà. Après, il y en a d'autres, hein, on peut prendre des cartes SIM d'autres opérateurs. Mais l'idée, c'est qu'avec 2 cartes, on va basculer sur la meilleure des 2. Donc on va vraiment avoir une connectivité assurée au travers de la 5G de très bonne qualité et avec des débits qui vont permettre de rapatrier rapidement des fichiers ou de faire du streaming. D'accord. Voilà. Et donc, ce petit device, comme c'est de l'Android dessus, eh ben, on peut y installer des applications. Et là, j'en ai mis une qui est assez intéressante, qui s'appelle Moniteur et Contrôle, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Play Store. Vous l'installez, vous connectez en Wi-Fi. Là, je me suis mis en Wi-Fi, mais ça pourrait être en USB avec la caméra. Moi, j'aime bien être en Wi-Fi parce que comme ça, j'ai les mains libres. Et puis, je peux, par exemple, piloter. Là, c'est le brightness. Mais si on veut, par exemple, voir le contrôle monitoring de l'image, où je peux contrôler l'iris, mais je peux contrôler aussi plein d'autres choses. Je peux aussi enregistrer. J'ai un petit bouton enregistrement. Ce qu'on va faire, c'est déclencher l'enregistrement à distance. Donc, ça veut dire que je peux piloter toute ma caméra à partir de cette interface. Et je peux aussi contrôler le cadrage. Voilà. Et en particulier, utiliser une fonction nouvelle. Waouh! Voilà. Qui permet d'avoir le cadrage automatique. Alors évidemment, notre caméraman ne bougeant pas, on ne va pas le voir, mais si moi je bouge la caméra, on va voir que l'image le suit. Super, incroyable. Que lui bouge par rapport à la caméra ou que je bouge la caméra par rapport à lui, ça revient à faire du mouvement et on voit que le cadrage le suit. Donc on a 3 choix de cadrage. En l'occurrence, là, tac, il faut que je le recadre. Et je peux, moi, choisir soit manuellement de cette façon le sujet du cadrage, ou alors je peux demander aussi à la caméra de détecter un visage humain et de cadrer dessus automatiquement.
Donc dès qu'on Ouais, rentre dans le ouais. champ, il va prendre la première personne qui Super. rentre dans le champ, il va cadrer automatiquement. Ok. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une des fonctionnalités qu'on peut installer parce que Android le permet, Ouais. c'est une plateforme Android. Et en même temps, ça reste un super modem pour C'est pouvoir vrai. envoyer des fichiers, pour pouvoir relier tout ça à notre cloud, à nos clouds, puisqu'on en a plusieurs, et donc de faire un lien entre le travail de terrain et la post-production, Bah oui. de façon oui, oui. quasi transparente. Donc, je ne vous ai pas dit le nom, en fait. Non, bah, Le j'allais poser. PDT FP1, c'est joli, hein. Oui, il faut être plus tolérant, tu as raison, c'est très beau. Voilà. Je J'ai sais j'ai pas trouvé de meilleur nom. Alors si, Je me dis que les androïdes le dans nom, Star Wars ont des noms le plus faciles à nom, retenir. ouais, ouais. Bah, on dirait un peu un nom de Star Wars, un peu Ouais, ouais. R2D2. Voilà, c'est ça. On est un peu dans cet univers un peu. C'est ça. Mais bon, ok, d'accord. Appelons-le comme ça, alors, le Mais là, c'est PDT FP1. PT. Ah, bah, je Le sais plus. PDT FP1. PDT FP1. Ok. Et comme c'est resté un prototype pendant une petite année ou deux Mhm. avant que le produit final sorte, les Japonais l'avaient appelé le Pro-T. Pro-T. Ah oui, d'accord. Bah, T comme transmetteur. ouais, 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 Voilà. ouais. Bon, ils Ouais. avaient appelé ça comme ça. C'est bien, Proti. Pourquoi ils n'ont pas gardé Proti, bah, on n'a pas gardé en fait. Tout le monde, enfin voilà. C'est plus simple. Oui, c'est presque dommage. mignon. En plus. Oui, c'est presque mignon. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est un objet qui permet de faire des tas de choses. Comme c'est de l'Android, vous pouvez aussi utiliser des applications comme Larix Broadcaster, qui est aussi une application sous Android et qui va permettre aussi de streamer en SRT par exemple, et donc d'assurer un live. Ouais. À Bah, peu de frais. clairement, hein. À Ouais, peu ouais, de c'est frais. vrai. Alors, je signale pour l'utilisateur de l'appareil de photo Alpha qui sert à faire ce reportage que c'est compatible avec la gamme Alpha aussi. Voilà, je dis Donc on ça. peut. Bon, tu prends note ou pas C'est enregistré. Voilà, c'est à l'usage des auditeurs qui nous écoutent, qui suivront cette vidéo. Bah, c'est très clair. Donc voilà, il y a moyen de l'adapter aussi à toute la gamme Alpha. Il y a moyen, bien, hein. Ouais. grâce à la prise HDMI, de mettre des caméras non Sony dessus. Ouais. Dans ces cas-là, évidemment, ça ne va pas interagir de façon aussi profonde avec les interfaçages de contrôle des appareils, mais au moins, on peut streamer n'importe quelle source HDMI, on peut enregistrer n'importe quelle source HDMI. Voilà. Et je dois conclure par une autre innovation, parce que c'est le premier caméscope au monde et peut-être même dans l'univers. Waouh. En tout cas, dans le système Dans solaire, c'est l'univers sûr. connu. Ok. Ouais. Dans le système solaire, c'est sûr. Ah oui, alors elle vit un peu sa vie, parce qu'elle détecte et on fait du framing automatique. Oui, elle réalise elle-même. Elle cadre un peu toute seule. Si on veut, Oui, c'est une fonction qu'on peut activer ou désactiver, bien sûr. C'est pas obligatoire. Mais ça peut se sauver des coûts quand, par exemple, on fait un interview, on est seul, oui, c'est et vrai. on veut rester dans le champ de la caméra, Ouais, et donc du coup, la caméra va s'auto-adapter au mouvement des protagonistes. Et donc cette dernière. Alors cette dernière fonction, c'est pas une mise à jour, c'est vraiment une fonctionnalité. C'est une évolution même peut-être majeure dans le métier du news. Ok. C'est une recommandation qui s'appelle C2PA. D'accord. C2PA, c'est une espèce de système de tag de l'image, de certification d'authenticité de l'image. C'est-à-dire que quelque part, quand un appareil supporte cette fonctionnalité C2PA, c'est comme si on disait, voilà, cette caméra a vraiment filmé une scène, a vraiment filmé des objets réels. Ah, c'est dingue, c'est réel. Et donc, quoi. du coup, c'est réel. Ça n'a pas été généré par une AI générative. Et donc, du coup, si vous filmez vraiment le Premier ministre à la sortie de Matignon, vous savez que l'image, c'est bien le Premier ministre. Bah oui, c'est vraiment la certification. C'est la certification. L'image captée est une image réelle et pas retravaillée. Et pas retravaillée. Et surtout, pas générée par de l'IA. C'est pas quelque chose qui a été autocomposé en prenant des images existantes et en faisant une composition. Si vous dites, bah voilà, j'ai filmé tel député à la sortie de l'Assemblée nationale, si vous faites un prompt correct, on peut avoir un deepfake l'IA va vous le faire. Il va vous faire sortir monsieur machin de l'Assemblée nationale. Clairement. Et puis, vous pouvez lui faire dire en plus un peu ce que vous voulez. Bah oui, Comme vous faites les questions et les réponses, voilà, ça n'a plus de sens. Bah, c'est super. Et comment elle est venue, cette innovation sur la certification du réel Ça vient pas de Sony. Ça vient, en fait, des chaînes de télé qui font du news. En fait, pas que des chaînes de télé, des agences de presse. Tout ce qui génère du news, qui sont des rédactions journalistiques, qui ont commencé à réfléchir sur... la véracité des images. Sur comment l'IA menaçait leur métier. Oui, clairement. Bah, c'est vachement bien. Okay. Alors, pas tellement menacer leur métier à eux, mais menacer le journalisme en général. Clairement, oui. Si n'importe qui, avec un prompt, peut faire un reportage journalistique
estampillé YouTube, c'était rien du tout, et que l'information ne vient que de là. Voilà, ils se sont dit, à un moment donné, il faut qu'on fasse la différence entre une chaîne comme France Télévisions, qui a quand même 25 régions qui font du news local, plus une chaîne nationale qui fait du news national, plus une antenne voilà, qui fait aussi, plus RFO. RFO, c'est Radio France Outre-mer qui fait aussi de l'information. Il faut pouvoir faire la différence entre, certes, une rédaction qui va peut-être mettre 3 heures à sortir un reportage, mais on est sûr qu'il sort d'une ligne éditoriale et qu'il a été fait par des journalistes avec la méthode journalistique, alors que dans les 10 minutes ou un quart d'heure qui suit un événement, on peut avoir un deepfake commenté sur un PC avec des images qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé, qui sont juste génératives. Et donc, comment on fait la différence? Donc, ils ont commencé à se rassembler, tous ces gens, et ils ont dit, il nous faut une certification. Donc, il y a un comité technique qui a commencé à travailler là-dessus et qui a pondu donc, une solution cryptée, technique, qui est une espèce de watermarking, je vais mettre des guillemets parce que ça n'apparaît pas dans l'image, mais c'est vraiment associé aux données de l'image. Donc, quand on vérifiera l'image, on pourra dire non, celle-là, elle est authentique. Alors, voilà, il y a des outils de certification qui permettent de valider. Et d'ailleurs, il y a même un petit logo, C2PA, qui apparaît dans le haut, dans le haut droit de l'image, qu'on peut faire apparaître ou disparaître. Mais si en appuyant sur le bouton, on dit voilà, est-ce que c'est le logo apparaît, c'est bon. Il n'apparaît pas, c'est pas bon. D'accord, bon, c'est important, surtout aujourd'hui où justement cette barrière entre le réel et l'illusion qu'on peut créer avec les images génératives, elle est vraiment de plus en plus fine, voire quasiment inexistante. Donc c'est super. Donc Sony est un peu leader aussi avec les grandes chaînes, les grands médias, France Télévisions, la BBC, WDR, enfin toutes les grandes chaînes se retrouvent finalement impliquées et partenaires de ce consortium. Et donc, voilà. Donc, les outils existent. Techniquement, la solution existe. Nous, Sony, ce qu'on a fait, c'est... Alors oui, ça ne marche que si la certification part du capteur. Donc, il faut que ce soit, non pas dans la caméra, mais dans le capteur lui-même, pour que les images ne soient pas corrompues, même à la sortie du capteur. Donc, c'est le capteur qui possède cette possibilité de certification. Et Sony ajoute des données supplémentaires pour dire, en plus, c'est vraiment une image 3D avec des informations, par exemple, sur la distance focale. Puisque nous avons sur notre capteur un système qui permet de mesurer la distance pour faire le point automatiquement. Ben, on en profite pour dire, regardez, ça a été tourné vraiment par un capteur parce que la profondeur de point était de temps, etc. Et ça rentre dans la formule de certification. En plus de la certification elle-même. Donc, on a des données propres au capteur, propres à la caméra, qui sont rajoutées pour pouvoir augmenter le niveau de certification de l'image. Voilà. Premier caméscope au monde. Alors, en vrai, il y a un alpha chez Sony qui le fait déjà, mais sur les clichés. C'est vrai que pour l'image instantanée, ça va devenir un peu la tout maître. Clairement, les agences de presse qui alimentent en photo, ils ont besoin d'être reconnus comme étant les auteurs du cliché. Donc, il y a des problèmes de droit, mais il y a des problèmes d'authenticité. C'est ça, complètement. Donc, voilà, on a un appareil photo qui le fait, on a une caméra qui le fait, et la logique de Sony, c'est de faire que les prochains caméscopes à usage journalistique posséderont cette certification. Bah oui, c'est important. Ok. Bah, écoute, alors, parfait, je crois que C2PA, j'ai un petit doute parce que c'est nouveau, le produit sera en vente d'ici le mois prochain, ce n'est pas encore le cas. Je crois que C2PA, c'est une licence, c'est-à-dire que ce n'est pas vendu avec la caméra. La caméra a la capacité de le faire. En revanche, quelqu'un qui ferait du documentaire ou du magazine pour lui, mais qui n'a pas besoin de cette fonction, il n'y a pas de raison qu'il paye pour ça. Donc, je vais vérifier cette information parce que j'ai un petit doute là-dessus. De toute façon, je le remettrai en description et en premier commentaire sur l'interview pour avoir l'info juste là-dessus. Le truc, c'est que C2PA, pour finir avec ça, ça ne marche que si on a des partenaires de post-production et des partenaires de diffusion. Donc, il faut que les informations vidéo soient traitées dans les outils de post-prod en respectant la chaîne C2PA pour les outils de post-prod, pour les outils de grading et pour les outils de distribution. Un protocole global. Il y a un protocole de la global, captation à la diffusion. Captation, post-production, distribution. Il faut que la totalité du workflow soit assurée en C2PA pour qu'à la fin, ce qui soit diffusé, ce soit réellement C2PA. Voilà pour la logique globale du truc. Premier caméscope à faire ça. C'est une première et ce qu'on pense, c'est que ça va plaire à nos clients journalistes. Ça fait sens. Ça fait complètement sens dans le monde dans lequel on vit là, en ce moment même. Donc, c'est incroyable. Ok. Merci beaucoup, Jean-Yves. On va conclure là-dessus. C'était génial de t'écouter. Merci infiniment pour ce partage
Je vous mettrai tous les liens en commentaire, en description, pour pouvoir aller voir toutes ces informations-là. Merci encore. À C'est très moi. bientôt. Merci. C'était bien.